Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, en ce lundi saint. C'est le lundi saint, hein? Non, c'est le lundi saint, c'était la semaine passée. C'était la semaine passée, là, on est lundi le quoi? Le lendemain de Pâques. On est juste le lendemain de On Pâques. est juste le lendemain Mais de lundi Pâques. saint, ben non, lundi saint, c'est pas aujourd'hui. Ben, en fait, on le dit le lundi saint, mais en fait, le lundi saint, c'est le premier lundi. C'est Ok. le lundi de la semaine sainte. C'est comme ça que la journée commence? À m'obstiner avec Page. Anne-André, bonjour. 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 Stéphanie Villeneuve est en... est-ce qu'elle a congé de commencé? lundi de Pâques. Non, elle est en pèlerinage. Elle fait le Compostelle, je pense. Ah non, ça, c'est Denis Coderre, que je salue aussi. OK. Parfait. Hey, ça va être une dure journée. Le pape, les élections, ça commence. Puis, juste vous dire qu'à 12h10, là, à 1h moins 5, on va donner plus de temps à Antoine Robitaille parce que vraiment, la campagne accélère. On a eu le cadre financier de tout le monde sauf de Pierre Poilievre. Je sais pas ce qu'il fait. Depuis octobre... Il critique celui des autres, c'est ça qu'il fait. Il critique le cadre financier des autres. Le Parlement est fermé depuis octobre. Veux-tu bien me dire, à part des chest-bras pour arriver à faire sa campagne T-shirt, là, puis avoir l'air d'un matamor, veux-tu bien me dire ce qu'il a fait depuis 6 mois, Pierre Poilievre? Des publicités qui ont l'air de l'intelligence artificielle. As-tu vu les dernières publicités? Non, c'était quoi? Ben, c'est une publicité où il est assis sur un bureau. Là. Ça a l'air d'être fait en AI, je trouve. On dirait qu'on a ajouté son Et visage. si ça ne l'est sur... pas, comment tu veux sais que pas. ça te dit? pas. Intelligence naturelle, pas sûr. Guy Rocher va être avec nous, sociologue et prof émérite à l'Université de Montréal. On a beaucoup parlé des 100 ans de Jeannette Bertrand. Oui. Avec raison. Pourquoi tu me pointes? On a parlé des 100 ans de Jeannette Bertrand. T'as les antiquités. T'aimes ça. Avec raison, parce que Jeannette a été importante pour l'évolution du Québec. La cause des femmes, le rapport entre les hommes et les femmes, tout ça a été très important. Mais on ne faudrait pas oublier Guy Rocher qui a fêté hier, c'est 101 ans. Et Guy Rocher, si vous ne le savez pas, informez-vous, parce que c'est un sociologue qui est important pour le Québec. La loi 101, Révolution tranquille, le système d'éducation, la commission parents, Guy Rocher a été un artisan de tout ça. On va lui parler vers midi, puis je me suis dit, on ne lui parlera pas de son âge ou du passé, on va parler du Québec maintenant, de quoi ça a l'air aujourd'hui. Puis les décisions qui ont été prises il y a 50 ans, ça nous amène où aujourd'hui? Alors ça, c'est le plan de match. Christian Page, vous l'avez reconnu, spécialiste. Entre autres, mais c'est pas du paranormal. On ne parlera pas du paranormal aujourd'hui. Là. Le pape, c'est pas du paranormal. Le pape n'est pas du paranormal, mais surtout, je vais te parler les grandes reliques saintes, et en particulier le linceul de Turin, qu'on appelle souvent le suaire, un peu à tort. En fait, c'est un linceul davantage. C'est quoi la différence? Moi, le suaire, j'entends, j'ai une référence de déodorant. Oui, mais quand on parle du suaire, je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est pas tout à fait faux, hein, le lien que tu fais. Le suaire était plutôt un petit voile que l'on mettait sur le visage des défunts pour couvrir les traits de la mort, appelons ça comme ça. Et ensuite, l'individu, le défunt, était placé dans un grand linge funéraire qui était le linceul. Donc, quand on parle du linceul de Turin en le définissant comme un suaire, c'est un peu un raccourci que l'on fait qui, sur le plan étymologique, qui n'est pas tout à fait exact. On a un linge qui est un suaire, qui, lui, se trouve à la basilique d'Oviedo, en Espagne, qui pourrait être le suaire de Jésus. Mais la grande pièce de lin dont on parle et qui fait toujours l'objet de toutes sortes de controverses, c'est un linceul. Il est à Turin, en Italie. Et ces derniers jours, bien évidemment, parce que c'était la Semaine Sainte, il est revenu un peu dans l'actualité. OK, mais une seconde, là, Christian Page. Je sais que tu veux mener, je sais que tu veux bosser, je sais que t'es... Mais là, il faut quand même parler du décès. Oui, bien sûr. Et penses-tu que c'est le diable de Washington qui a achevé
le pape François. Parce Ou que, la visite de J.D. Vance. ben, là. c'est lui, c'est de lui que je parle. Le diable de Washington, c'est J.D. Vance, Ouais. le vice-président américain. Je ne sais pas. C'est sûr que le pape François avait des problèmes de santé depuis plusieurs mois. Ça avait fait l'objet de très nombreux reportages dans la presse. Ouais. Ça avait commencé d'abord à des problèmes d'estomac qui avaient entraîné une chirurgie. Ensuite, il y a eu cette multiplication de pneumonies et littéralement à répétition. Mais c'est vrai que la mort du pape nous surprend un peu ce matin parce qu'au cours des derniers jours, quoique affaibli, il a fait des apparitions publiques. Hein. Le vendredi saint, comme le veut la tradition, il est allé rencontrer des prisonniers. Et ensuite, hier, durant la veillée, la messe dominicale, voilà, il s'est présenté, affaibli, bien sûr. Il a lancé quelques mots aux gens qui étaient réunis place Saint-Pierre de Rome. La messe a été célébrée par d'autres intervenants, mais le pape était là. On le voyait affaibli, mais qui aurait pu se douter qu'on était quelques heures avant son décès. Décès qui a été annoncé ce matin par la Cité du Vatican. À 88 ans, tu sais, c'est pas une grosse surprise. On savait que tu étais malade. Ouais. Donc, on s'y attendait. Même que, juste une parenthèse là-dessus, Christian, il y a le film, tu l'as vu, le film Conclave. Oui, absolument. Puis, je pense le film Conclave, c'est vraiment à voir. Parce que les acteurs, le scénario, tout est vraiment formidable. Avec Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Non, ça, c'est un autre film, ça, OK. de pape. Non, Oh, ça, OK. c'est les deux. C'est OK. les deux papes, ça, c'est une autre affaire. Conclave, c'est entre autres avec John Lithgow, Ouais, qui ouais. joue le pape, le cardinal Tremblay. Et on le voit là, à l'écran, pour ceux qui nous suivent. Le cardinal Tremblay, il ressemble un petit peu au cardinal Marc Ouellette. Oui. Il y a comme c'est comme une inspiration, mettons. Et John Lithgow, qui est un pape québécois dans le film Conclave, qui la suite, l'élection du nouveau pape à la suite de la mort du précédent. Ouais. C'est vraiment fascinant, mais quand tu es rendu à 80 plus, un homme, Ouais. tu t'y attends un peu. Oui, puis en même temps, c'est vrai que le pape François est un individu qui, on a beaucoup parlé de ses problèmes de santé récemment, mais Ouais. c'est un homme qui a toujours été de santé fragile. Donc, il faut quand même retenir C'est ça. ça également dans Ouais. l'équation. Puis, fait que là, t'as le pape qui décède. Puis hier, je t'ai envoyé ça, j'ai vu ça passer. J'aimerais ça qu'on passe, Jean-François, l'espèce de manipulation par intelligence artificielle du Linceul de Turin. Oui. On veut voir ça, là. C'est pas, pour ceux qui nous suivent à la télé. Là, t'as... c'est pas le chanteur de Supertramp, ça? Émile Roussos. Il y a des... Demis Roussos. Il y a comme des drôles de traits. Il y a des traits... Est-ce que c'est réaliste, ce qu'on nous montre? Ça, tu vois, quand on parle du linceul de Turin, c'est l'un de ses points faibles. Il y a des points très, très forts vers l'authenticité du linceul, Ouais. qui sont partagés par les fidèles, et avec raison, avec un certain acharnement. Mais il y a également des points faibles par rapport au linceul de Turin, et ça, c'en est un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'archéologie et la science médico-légale, on a pu reconstituer un peu le visage à travers des squelettes qu'on a retrouvés dans des cimetières juifs du 1er siècle dans cette région du monde. Donc, à partir de crânes, on a pu reproduire l'image de ce à quoi ressemblait un juif arabe du 1er siècle en Judée. Et cette image-là ne correspond pas à l'homme du linceul. L'homme du linceul ressemble davantage au Jésus de l'art ou au Jésus éventuellement du cinéma. Là. Il est plus proche de Robert Powell qu'il l'est d'un juif du 1er siècle Ouais. qui vivait en Palestine. Et de toutes les images que j'ai connues, moi, quand j'étais petit, là, dans les années 60, Ouais. du Jésus qui était un peu américanisé. Ouais, alors, c'est une vision très occidentale. On ne veut pas, et même il y a une résistance. Même si les archéologues disent, ben voilà à quoi devait ressembler Jésus en son temps, hein, il devait ressembler aux hommes de son époque, et les historiens ne remettent pas en question l'existence du personnage historique. Est-il le Jésus des évangiles? Là, c'est autre chose, ça relève de la foi, mais sur le plan historique, je dirais que de manière assez unanime, les archéologues s'entendent pour dire qu'il y a certainement eu un personnage historique qui a marqué son époque. Mais cet homme-là ne ressemblait pas au Jésus, comme tu le dis si bien, occidentalisé qu'on voit dans
dans l'art. Et ça, encore aujourd'hui, même si les archéologues présentent ce portrait-là, on voit qu'il y a une résistance. Hein. On n'est pas prêt encore, je pense que le monde occidental n'est pas prêt à imaginer un juif qui ressemble à ces gens du Moyen-Orient versus l'image que nous a proposé l'art et la culture non, populaire. ça, c'est Roger Hudson de Supertramp. c'est pas, mais ça ressemble à ça, là. Oh oui, effectivement. Non, mais c'est un peu l'image que moi, j'ai toujours eue de Jésus de Nazareth. Oui, l'image très hippie des années 60, hein, comme on l'imaginait. Oui, c'était le premier hippie, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. À nos yeux. Mais c'est fascinant qu'encore aujourd'hui, on cherche à trouver un sens là, au suaire de Turin et à vérifier s'il est réel ou pas. Parce que moi, Benoît, je l'ai vu, le linceul. Et entendons-nous, là, mettons carte sur table, je ne suis pas croyant. Et ça demeure à ce jour l'objet le plus étonnant que j'ai vu de toute ma vie. Dans le cadre d'une série télé que j'ai tournée dans les années 2000 qui s'intitulait « À la recherche des reliques saintes », il faut savoir que le linceul de Turin n'est exhibé que lors d'occasions très spéciales. Et là, c'était dans le cadre d'une visite du pape Benoît XVI, on se rappelle, hein, le prédécesseur de François, qui était venu à Turin, donc on avait sorti le linceul. Nous, on avait fait un détour par là, on avait eu de l'autorisation. On travaillait d'ailleurs en collaboration avec le Vatican pour cette série. Ouais. Donc, on est allé là, j'ai vu le linceul. C'est une pièce remarquable. Pourquoi c'est remarquable? C'est remarquable parce que, d'abord, c'est une pièce c'est une grosse relique. Hein. Elle fait 1,10 m de large par 4,40 m de long. 3 pieds par 12. Oui, donc c'est une longue pièce de lin et sur laquelle on voit l'image un peu fantôme d'un homme de dos et de face. Hein. Donc on a la partie vision ventrale et dorsale parce que l'homme, une fois, en imaginant que c'est le corps d'un défunt, le corps a été enseveli en passant des pieds à la tête et en ramenant le tissu vers l'arrière. Okay, comme les momies en Égypte. Et ensuite, donc, on a cette image ventrale qui est difficile à voir. Hein. De loin, on la voit bien. Plus on approche du linceul, plus il est difficile à voir, hein, parce que le tissu, il est jauni par la patine du temps, et le personnage lui apparaît un peu plus sépia sur le tissu. Donc, c'est vraiment le contraste de près est plus difficile à faire. De loin, on le voit bien. Il y a quelque chose d'étrange dans cet homme qui semble te dévisager à travers les siècles. Et ensuite, quand on prend connaissance... Oui, il est là. Tu sens le regard? Oui, il y a quelque chose d'inconfortable à voir, à voir l'homme du linceul. Ouais. Et ensuite, quand on prend connaissance des recherches qui ont été menées, et principalement depuis la fin du 19e siècle, des recherches notamment en médecine, et ensuite de ça, dans la deuxième moitié du 20e siècle, le suaire a fait l'objet de toutes sortes d'analyses scientifiques. Ouais. Les choses que l'on sait, si on regarde qu'est-ce qui joue en faveur de l'authenticité du linceul. Bon, d'abord, dans un premier temps, l'homme du linceul, il présente des marques de la crucifixion, toutes les marques de la crucifixion, telles que décrites dans les évangiles. Et ces marques... Mais Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié. C'était à la mode à l'époque. Oui, mais il est le seul à avoir été à la fois flagellé, percé sous la côte, avoir reçu une couronne d'épines. Donc, ces petits éléments-là, on les retrouve sur l'homme du linceul. Ce qui est remarquable dans le cas du linceul, c'est que l'image, là, parlons en sa faveur. L'image n'est pas une peinture. Très souvent, on a cru ça, les sceptiques ont décrié ça en disant « c'est une peinture du Moyen-Âge ». Le linceul, l'homme du linceul n'est pas une peinture. On sait aujourd'hui que l'image est formée par une dégradation de la cellulose de surface des brins de lin. C'est ça qui crée l'image de l'homme du linceul. Donc ça, c'est assez étonnant. L'homme du linceul présente des marques de crucifixion qui sont très convaincantes. Et ce qui est d'autant plus, c'est que ces marques de crucifixion, elles correspondent à une recherche en anatomie. Quand tu regardes les représentations du Christ au Moyen Âge, on nous montre toujours un Jésus avec les clous dans les mains. Il faut attendre des recherches en anatomie au 19e siècle pour découvrir que les Romains ne crucifiaient pas les condamnés en leur plantant un clou dans les mains, mais dans un espace très précis au sommet du poignet qu'on appelle espace de Desto. Or, l'homme du linceul a été crucifié dans l'espace de Desto. Quand le linceul... Pas dans les mains. Pas dans les mains. Quand le linceul, d'ailleurs, apparaît dans l'histoire pour la première fois, les premiers récits qu'on en a, c'est aux alentours de 1350, il apparaît dans une petite commune à Liré, hein, qui est au sud-est de Paris. On ne sait pas d'où il vient. Il est une donation d'une veuve, d'un chevalier croisé, noble de l'endroit, qui s'appelait Geoffroy de Charny. Et donc, on exhibe le linceul. Les premières critiques disent « ça ne peut pas être le vrai linceul du Christ, parce que, regardez, l'homme a été crucifié dans les poignets et non dans les mains. »
alors qu'à cette époque, l'acquis, c'est qu'il a été crucifié dans les mains. Seulement des recherches en anatomie au 19e siècle vont venir replacer le contexte réel de ça, et l'homme du linceul a été crucifié dans mais juste une parenthèse, Christian Page, toutes les représentations de la crucifixion de Jésus, c'était dans les mains? Toujours dans les mains. Parce que c'est une traduction. Il faut savoir que les textes de la Bible que l'on a, qui nous sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça découle d'un espèce de concile qui a eu lieu au 4e siècle. On a regroupé plein de textes religieux. Et il y avait des textes écrits en araméen, des textes écrits en grec. Et les traductions faisaient qu'on disait qu'il était crucifié dans les mains. Mais les mots utilisés décrivaient plutôt de la pointe des doigts jusqu'au coude. C'était quelque part dans cette région-là. Mais c'était plus facile d'imaginer de manière esthétique l'homme cloué dans les mains. Donc ça, on a découvert ça. L'homme du linceul, également, on sait qu'il présente, quand on regarde le linceul, on voit des traces de sang. Or, ce sang, on sait maintenant qu'il est de type AB. Or, le type de sang AB était un type qui était particulièrement répandu au Moyen-Orient au 1er siècle. Donc, encore une fois, on se dit, si c'est un escroc du Moyen-Âge qui a fait ça, il a bien tombé que de placer du sang de type AB, alors qu'évidemment, à cette époque, on ne pouvait pas imaginer ça. Et l'élément le plus spectaculaire du linceul, qu'on n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui, c'est que cette image-là est en fait un négatif. Quand on voit le linceul, et on prend une photographie du linceul, c'est l'image, c'est en le plaçant en vision négative que l'on voit apparaître... C'est ce qu'on voit là, présentement. C'est qu'on voit apparaître tous les détails de l'homme crucifié, de l'homme du linceul. Qui plus est, il n'y a aucune déformation dans l'image, ce qui fait que lorsqu'on le projette en image, on reproduit une image en 3 dimensions. Le linceul est une projection holographique. Mais l'image, excuse-moi, mais l'image d'intelligence artificielle qu'on a vue, là, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, part de l'image du linceul. Oui. Et là, on fait simplement l'améliorer comme on améliore des images. Mais le linceul, tel qu'on le voit, là, la photo précédente, on voit très bien que l'image est une espèce de projection holographique. Arrête-toi une seconde, Benoît, pour y penser. Un faussaire du Moyen-Âge qui a pensé à créer un négatif avec la conception d'une image holographique au 14e siècle. C'est fort possible. Donc, on comprend que les partisans de l'authenticité du linceul accumulent ces éléments-là en disant, ben voilà, c'est la preuve que le linceul est une œuvre remarquable. Et elle l'est. Pour ça, elle l'est. Mais en même temps, il y a quand même des talons d'Achille. Voilà, là, on a l'image holographique. Ici, elle n'est pas retouchée. C'est vraiment l'homme du linceul. Regardez comment c'est fantastique. Hein? De penser qu'un faussaire a fait ça au Moyen-Âge, c'est quand même remarquable. Le talon d'Achille du linceul de Turin qu'on balait rapidement sous le tapis, premièrement, son âge. Et là, ça, c'est quand même étonnant. Le linceul de Turin, en 1988, lors d'une enquête spécifique qui avait été autorisée par l'Église, une datation carbone-14 a été effectuée sur le linceul. Et on a établi que le linceul, le linge, datait de l'époque entre 1260 et 1390. Ce qui le place exactement dans la fourchette à laquelle où il apparaît à Liré en France. Cette analyse au carbone-14, on le comprend, pour les fidèles, a été vite rejetée, discréditée, et elle a été aussi discréditée par les gens qui ont eux-mêmes fait l'analyse en 1988. Mais ici, il faut mettre un petit bémol. L'un des responsables de cette analyse, cette datation au carbone-14 en 1988, un type qui s'appelle Christopher Ramsey, a déclaré à un journaliste, un certain Christian Page, donc, qu'il est possible qu'au moment de la datation au carbone-14, certaines impuretés soient demeurées sur le tissu analysé. Donc, ces impuretés auraient pu fausser un peu la datation au carbone-14. Des impuretés que tu lirais aux années 1200-1300. En fait, il faut savoir que pendant des siècles, le linceul était exhibé devant le public en le tenant par le côté. Les moines, par exemple, ils l'exhibaient, ils le tenaient par le côté, déployaient la toile devant les fidèles. Les régions les plus contaminées du linceul par le sébum, les saletés, c'est bien sûr le contour du linceul. Ensuite, le linceul était exhibé dans des églises où il y avait des bougies et bien sûr, la fumée, la suie s'est déposée sur le linceul. Donc, l'endroit le plus contaminé, c'est le pourtour du linceul. Et c'est justement cet endroit qu'on a découpé une bande de lin pour l'analyse à la datation au carbone-14. Bon, il y a des gens qui ont dit « On aurait utilisé une pièce de rapiessage. » Non, ça c'est faux. Moi, pour l'avoir vu le linceul, quand on voit le linceul, on voit l'endroit où la pièce de tissu a été découpée et c'est bel et bien la toile principale.
Mais comme le linceul était retenu pendant des siècles sur les côtés par des moines lors d'exhibitions, des ostensions, comme on dit, évidemment, il y a des champignons, il y a toutes sortes des champignons qui se sont développés sur les pourtours. Les analyses, la datation carbone 14, Christopher Ramsey me disait, on a découvert après coup que certaines impuretés auraient pu résister au nettoyage, à la purification du tissu avant son analyse, sa datation au carbone 14. Ce qui reviendrait à dire que le linceul est peut-être un peu plus ancien que le disait la datation au carbone 14. Mais attention, là, quand on dit un peu plus ancien, on ne parle pas de 13 siècles. Ramsey est catégorique. Il dit, on peut bien dire que le linceul daterait du 8e ou 9e siècle, mais pas du 1er siècle. Bon. Mais les amateurs, évidemment, écartent ça rapidement, en disant, même les gens qui ont fait l'analyse à la datation au carbone 14, et là, on en revient à l'élément excitant là, qui fait que les fidèles sont enthousiastes. 2022, un groupe de scientifiques de l'Institut de cristallographie de Rome ainsi que du Conseil national de la recherche ont fait une nouvelle datation sur le linceul en utilisant le rayon X. Et en utilisant cette datation, ils arrivent, eux, à un âge qui place le linceul au 1er siècle. Donc, évidemment, c'est enthousiasmant de dire, ben voilà, on a une nouvelle datation. Encore une fois, il faut prendre ça avec un certain recul. Les gens qui ont fait cette analyse, ce sont 5 Italiens. Ces gens-là avaient déjà publié des écrits dans lesquels ils montraient qu'ils étaient plutôt favorables à l'authenticité du linceul. Donc, ici, on n'est pas dans une parfaite... on n'est pas un groupe qui est étranger au linceul. Ce sont des gens qui sont des partisans du linceul. Ensuite de ça, la technique qu'ils ont utilisée, la technique au rayon X, est une technique excessivement controversée, même dans les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, même si on reconnaît qu'il y a une possibilité d'obtenir une datation au rayon X. On va encore en revenir au carbone 14, qui demeure pour l'instant la meilleure méthode de datation. Et ensuite, la publication de ces gens-là, leur datation au rayon X, si enthousiasmante, elle a été publiée dans un périodique académique qui s'appelle The Heritage. Mais l'Heritage, si c'est une publication académique, ce n'est pas une publication de type scientifique, comme on s'y attendrait, avec un comité de lecture, remise aux pairs, etc. Ce n'est pas ça. Donc, cette datation au rayon X, même si elle devient un peu le billet de confirmation des amateurs, elle doit être prise avec un grain de sel. Autre élément en défaveur du linceul, aucune référence historique avant le 14e siècle. Et ça, c'est catastrophique. On n'en parlait pas avant. On a bien sûr dans la littérature des histoires de traditions religieuses où on a des tissus avec le visage de Jésus. On pense par exemple au voile de Véronique, dans le film de Zeffirelli, là, quand Jésus tombe, une femme lui essuie le visage et le visage apparaît. Ça fait partie des traditions religieuses. Un linge, un tissu avec le visage de Jésus. Mais avant le 14e siècle, il n'y a aucune description d'un linceul complet. Donc, c'est une légende. Même les évangiles n'en parlent pas. Les évangiles nous disent, après la résurrection du Christ, lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, elles ont trouvé les linges qui étaient pliés, mais on ne parle pas que ces linges-là gardaient une image. Et ensuite de ça, les amateurs, les fidèles qui veulent défendre le linceul disent « Oui, mais peut-être qu'il était plié et d'une telle manière que seul le visage était visible, ce qui a alimenté les récits de linge avec le visage de Jésus pendant tant de siècles. » Mais c'est difficile de croire que pendant 13 siècles, personne n'ait pensé à le déplier pour découvrir que c'est un linceul au grand complet. Tu comprends? Donc ça, c'est peu vraisemblable. Il faut vraiment une gymnastique intellectuelle. C'est lui-même, c'est Jésus qui l'aurait plié, son linge? En fait, on dit que le linge était plié. C'était peut-être les femmes qui étaient passées avant. Il sort, il ressuscite. Il plie son linge. Puis il plie son linge avant de sortir. Avant de rencontrer Marie-Madeleine. Oui, tu sais, avant de faire son lave. Au cas où. Ça reste des religions, ça reste des légendes. Et ensuite, il faut savoir que, la datation au carbone 14 qui est douteuse, il y a le fait qu'il n'y a pas de référence historique. Et le dernier point, je l'ai mentionné, le Jésus du linceul de Turin ne ressemble pas à un juif du 1er siècle. Non. Donc, on il est dans ressemblerait à quoi, d'après toi? Voilà, exactement. Tu vois, à gauche... Les cheveux plus foncés. Oui, les cheveux plus foncés, le nez plus busqué, les cheveux plus crépus. Donc, on est loin de l'homme du linceul. Et les historiens n'ont pas à se prononcer sur l'aspect de la foi, mais ils nous disent, là, ici, on a des données archéologiques, une méta-analyse réalisée à partir d'ossements, et voilà à quoi devait ressembler le Jésus de cette époque.
Évidemment, les fidèles diront, oui, mais il y a des gens qui ont des têtes, des visages très atypiques. Hein? Peut-être que Jésus était un visage atypique de son temps. Peut-être qu'il était populaire justement parce qu'il ne ressemblait pas à la moyenne. C'était un beau bonhomme quand même, là, pour attirer du monde. Mais le linceul, cela étant dit, le linceul reste un objet de débat. Et je comprends pourquoi il est un objet de débat, parce qu'il y a plusieurs énigmes qu'il soulève. Et s'il s'agit d'un faussaire du Moyen-Âge, ben ce type-là, il aurait fait passer littéralement Léonard de Vinci pour un gars qui faisait des casse-têtes. Tellement ses performances comme artiste étaient hors du commun. Et ça veut dire que on revient au paranormal. Parce que d'avoir un linge, une guenille, avec le visage. Qui imprime le visage qu'on essuie. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Et c'est justement ça, c'est l'aspect un peu difficile à avaler parce qu'on comprend que pour la science et la religion font jamais bon ménage. Et pour la science, la seule façon dont on arrive à expliquer pour l'instant, que les fidèles arrivent à expliquer pour l'instant l'homme du linceul, parce qu'on a éliminé les autres hypothèses, la peinture, tout le reste, c'est de se dire, l'homme est apparu, c'est un miracle qui fait que l'homme, ou cette image-là, est apparue sur le linceul. Et le miracle, la science n'aime pas ça. Et pour l'instant, le seul moyen d'arriver au fin fond de l'histoire, ce serait de pouvoir mener une nouvelle analyse sur le linceul. Mais l'Église n'est pas intéressée par ça. Elle n'est pas intéressée, puis c'est difficile pour nous, des gens qui sont peut-être moins croyants, de comprendre la position de l'Église. Mais la position de l'Église, et pour avoir vécu auprès d'eux pendant des mois à faire cette recherche-là, pour eux, la foi est quelque chose qui ne doit pas s'exprimer à travers les reliques. Les reliques ne sont pas là ne sont pas des béquilles à la foi. On croit ou on ne croit pas. Ici, pour toi, le linceul de Turin... Ils n'ont pas besoin de preuves. Voilà, tu n'as pas besoin de preuves. Et on n'a pas l'intention de mener des enquêtes de ce type-là. D'ailleurs, on a cédé à cette pression à la fin des années 80 pour mener l'enquête sur le linceul, mais on ne prévoit pas dans un avenir plus ou moins proche une nouvelle étude sur le linceul de Turin. Le fait que Pape François est mort, là, on va en trouver un nouveau, plus à gogo ou plus à droite, ou on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça ne change rien de la politique du Vatican en soi. Non. En fait, on sait que le pape François était un peu plus progressiste que ses prédécesseurs, quoique sur d'autres points... Pas envers les femmes. Non, pas envers les femmes, pas envers... on sait qu'il... Mais l'homosexualité, il a dit « Qui suis-je pour juger? » Voilà. Là, mon Dieu, là, on se roule à terre. Ouais. Mais il a ouvert la porte à des poursuites pédocriminelles. Il a quand même dénoncé des actions un peu... douteuses auprès des élus. Ouais. Mais je ne crois pas que les politiques vont changer. Peut-être que la nomination d'un nouveau pape amènera peut-être une nouvelle exhibition, une nouvelle ostentation du linceul de Turin. Ouais. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu... Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que la liste, là, dans cette série-là, Christian... la recherche des reliques saintes, écoute, ça remonte en 2011, quand même. T'as fait le tour, le tombeau de Jésus, là, tu sais, puis croire ou pas, là, ça nous appartient. Je ne l'ai pas fait dans un cadre religieux. Hein. Pour moi, c'était l'historien en moi qui me disait, OK, on a ces reliques-là qui font l'objet d'une grande dévotion auprès des fidèles. Est-ce que ces objets-là, on peut les retracer au point de dire, cet objet-là est peut-être la véritable relique. Mais au-delà de ça, ce que l'on découvre, c'est que les reliques, ça nous semble très difficile à nous, hommes du 21e siècle, de comprendre le rôle qu'ont joué les reliques au Moyen Âge. Hein. Je pense par exemple à la couronne d'épines qui est magnifique. Hein. Elle est conservée à la cathédrale. Elle était conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu'à ce que l'incendie force son exil vers le musée du Louvre. C'est une relique qui est magnifique. Hein. Le reliquaire, il est extraordinaire. Il est à tomber par terre. C'est une espèce de beignet de cristal et la relique se trouve à l'intérieur. Ce qui frappe lorsque l'on voit, moi je l'ai eu entre les mains, là, écoute, je regardais cette relique-là, la relique, j'étais pratiquement hypnotisé. Et ce qui est remarquable à propos de la couronne d'épines, est-elle la véritable couronne d'épines, c'est autre chose, mais elle n'a plus d'épines. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi la couronne d'épines n'a-t-elle plus d'épines? Ça, c'est l'âge. Hein? C'est l'âge. Pas du tout. Non? À l'époque, au Moyen Âge, les rois, les têtes couronnées d'Europe, croyaient que la détention d'une relique sainte, donc évidemment, il y avait tout un commerce qui s'est fait autour de ça, que la détention d'une relique sainte était représentative de la Jérusalem céleste. Donc, plus cette tête couronnée avait en sa possession des reliques que l'on associe au Christ en particulier, plus après son décès, sa Jérusalem céleste serait grande. Et
quelque part, si on parle, par exemple, de la couronne d'épines, c'est Louis IX, Saint-Louis, qui a ramené la couronne. On est dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Il la ramène à Paris. Il fait preuve de grande piété. Il va chercher lui-même la relique, habillée en haillons et nu-pieds. Il la ramène à Paris. Il a fait construire un immense écrin qui est la Sainte-Chapelle. Quand on visite Paris, la Sainte-Chapelle, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais elle était destinée à accueillir la Sainte Couronne. Et une fois Louis IX en possession de la Sainte Couronne, il faut se replacer, là, c'est 13e, 14e siècle, il y a des guerres intestines. Louis IX et ses successeurs vont donner des épines de la couronne à d'autres royaumes pour s'assurer leur allégeance et leur collaboration dans des guerres qui les opposent à des opposants. Donc, c'est fabuleux, c'est de voir cette politique des reliques. Le roi d'Italie dit, parfait, vous me donnez une épine et je vais me ranger du côté de la France. Donc, les reliques vont jouer un rôle important dans l'image que l'on va se faire du monde occidental. De la géopolitique, même. De la géopolitique de cette époque. Ouais. Il ne faut quand même pas oublier, même si et c'est justifié, on a toutes sortes de griefs contre l'Église, mais quand même, le monde occidental a grandi dans l'ombre de ce christianisme. Il faut se rappeler aussi que les plus grands chefs-d'œuvre de la musique et de l'art, la plupart d'entre eux de cette époque, s'inspiraient de la foi chrétienne, et c'est remarquable. Mais les reliques ont joué un rôle important dans le façonnement de l'image du monde occidental. Aujourd'hui, c'est la Coupe Stanley. Oui, exactement. On ramène ça bien simplement. Bon, Christian, tu as un livre là-dessus, hein? Sur oui, absolument, les je l'ai amené, c'est toujours disponible. C'est quoi? Je vais le montrer. C'est À la recherche des reliques saintes. Oui, pour comprendre le contexte aussi. Le contexte, et c'est un contexte essentiellement historique. Je n'aborde pas la question religieuse, je laisse ça aux fidèles. Donc, on voit plusieurs reliques, la couronne d'épines dont on a parlé, le linceul, le voile d'Oviedo, le suaire d'Oviedo. Mais j'ai dépassé un peu le cadre simple du christianisme. Je me suis aussi attaqué à des grandes reliques du judaïsme. L'Arche de Noé, l'Arche d'Alliance, j'ai essayé de retrouver ça. Je me suis gelé les burnes en allant au sommet du mont Ararat en Turquie. Je n'ai pas trouvé l'Arche de Noé, mais quelle aventure extraordinaire. Parfait. C'est là, à la recherche des reliques saintes. Merci d'avoir mis ça en contexte, parce qu'il y a plein d'affaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui. Puis on a besoin de décoder un peu plus que juste réagir aux images qu'on nous envoie Tout sans à fait. arrêt. Et avec l'intelligence artificielle, il faut se méfier. Christian Page, merci. Ça fait plaisir.